Alors on va parler immigration. Alors l'immigration c'est chiant en fait. Oui mais pas là. Donc à la fin du livre, mon but c'est d'essayer de faire bouger votre position, voilà, que vous soyez plutôt gaucho, plutôt facho, centriste. Là en fait ce qui est vachement intéressant dans le bouquin, c'est que le gars va avoir une position complètement orthogonale à tout ça. Une position en fait qui est poussée par aucun parti politique finalement. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Et c'est pour ça qu'il est intéressant, parce qu'en fait on va parler d'immigration, mais ça permettra d'élargir un peu sur voilà, enfin, est-ce qu'on est forcément obligé d'être à droite ou à gauche sur tous les sujets, est-ce que des fois on peut pas avoir des positions un peu plus élaborées. Donc je pense que vous en branlez de l'immigration, mais est-ce que j'ai suscité votre intérêt en vous pitchant le livre là comme ça, de ouf pour Clem? Non, moi je m'en branle pas de l'immigration en plus. Ah bah voilà, bon, ok. Donc toi tu vas être doublement saucé. Doublement intéressé du coup par le bouquin. Donc c'est un bouquin qui s'appelle We Wanted Workers, donc nous voulions des travailleurs, de George J. Borjas, qui est économiste américain, professeur d'économie et de politique sociale à la Harvard Kennedy School, et qui a travaillé toute sa vie sur les questions d'immigration dans le cadre de sa discipline, qui est l'économie. Et voilà, globalement, ça a l'air d'être un gars sûr. Et c'est tellement un gars sûr qu'en fait, j'ai déjà entendu pas mal de connaisseurs du domaine, quand ils discutent, donner son nom quand ils font une analyse en disant du genre ah mais tu raisonnes de façon Borjas, tu vois. Et donc c'est pour vous dire à quel point il est un peu stylé. Il fait autorité. C'est un gars sûr, voilà. Et donc là je trouve que c'était une belle intro parce que ça a rien à voir avec le bouquin, mais je vais citer un mec qui s'appelle Eric Weinstein. Donc c'est pas le violeur, hein, c'est un autre gars. Donc il disait il y avait probablement un temps où chimistes et alchimistes se côtoyaient dans le même département. Même chose pour les astronomes et les astrologues. Aujourd'hui, on a le même phénomène chez les économistes, une tradition bullshit dont le but est de rationaliser le pouvoir, et une tradition analytique qui essaye de comprendre le monde tel qu'il est. Et le livre, vous le devinez, sera de la seconde tradition. C'est cool, j'aime bien la citation, c'est marrant. Parce que c'est vrai que l'économie, c'est encore une science, je trouve, vachement molle. Enfin, en tout cas, genre, genre, aujourd'hui, on est dans un monde où on justifie tout par un raisonnement financier, mercantile, économique. Ouais. Du coup, l'économie, ça prend une importance majeure aujourd'hui, beaucoup plus qu'il y a 50 ans ou qu'il y a 100 ans, parce qu'on explique tout à travers l'économie un peu. Tous les enjeux géopolitiques, tous les enjeux d'économie, tous les enjeux de vie quotidienne. Et du coup, c'est vachement important, sauf que quand on s'intéresse à la discipline économique, on constate que genre il y a des grands désaccords fondamentaux entre les différents économistes, et que en fait on sait pas grand-chose de l'économie, et que genre la doxa économique qu'on nous enseigne, ou qu'on nous enseignait en tout cas à l'école jusqu'à très récemment, un truc qui était considéré comme acquis, en fait c'est pas spécialement vrai. Et en fait, ouais, ce qu'on nous enseigne en économie, ça peut être complètement con, mais on utilise un truc complètement con pour expliquer la vie de tous les jours et le fonctionnement des choses, quoi. Oui, et c'est pour ça que je trouve ça intéressant de faire ce bouquin, parce que, ça permet, au-delà de l'immigration, d'élargir, en fait, sur des sujets un peu plus généraux et plus intéressants. Donc, le bouquin, en fait, il est assez connu pour essayer d'aborder le sujet de l'immigration sans préjugés idéologiques. Donc en essayant de décortiquer les phrases qu'on entend souvent, qui sont they took our jobs, ou l'immigration c'est la richesse, qu'est-ce qu'elles veulent vraiment dire, sur quelle hypothèse elles se fondent. Donc ce qu'il va falloir comprendre, c'est que le livre, il est dépourvu d'éthique. Donc ça, on pourra le déplorer, mais c'est comme ça. Donc c'est seulement une analyse froide, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, là ça augmente ça, là ça augmente pas. C'est-à-dire comme si c'était pas des êtres humains dont on parlait, c'est ça que tu veux dire? Non, mais c'est-à-dire qu'à aucun moment il va se mettre à dire, il va aborder les questions de il faut de l'immigration parce que c'est moral, ou tu vois, il aborde pas la question de la morale, à part dans la conclusion où forcément là il va donner un petit peu son avis. Voilà. Mais le bouquin c'est pas ça. Le bouquin c'est essentiellement des chiffres, et c'est un bouquin d'économie. Donc
Ce qui est vraiment intéressant dans ce bouquin, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il a un avis complètement différent et un avis dont personne ne parle, puisqu'on va voir que finalement c'est un avis qui n'arrange pas les décideurs. Et je trouve qu'on retrouve bien l'essence du bouquin dans le commentaire Amazon d'Oscar, parce que Oscar en fait il comprend pas. Oscar il est dépassé. Oscar est dépassé. Il a mis une note de merde et il dit: tu es pro ou contre l'immigration? Je n'ai toujours pas compris après avoir lu ton livre. Oscar, il a perdu. Oscar, il attendait une prise de position franche. Voilà. Et voilà. Il a eu Georges. Il a eu Georges. Il a eu Borges. Et donc voilà. Donc ce qu'il dit, c'est que baignant dans le milieu de l'immigration, il voit bien après tant d'années et pas mal de recherches sur l'immigration. Enfin, lui, ce qu'il constate, c'est que pas mal de recherches sur l'immigration sont motivées idéologiquement, filtrées. On va s'arranger avec la vérité pour essayer de peindre les choses qui nous arrangent. Et voilà, il dit pour finir l'introduction, il cite 2 caractéristiques qu'il a acquises après tant d'années. Il déteste les arguments idéologiques et il est sceptique des opinions des experts. Voilà. Ça, c'était pour la petite introduction. C'est beau. Et je sens que vous avez kiffé. Mais ouais, c'est marrant parce qu'encore une fois, ça se retrouve beaucoup en économie, quoi. Genre, les experts qui te disent oui, le libre-échange c'est génial, le protectionnisme c'est mauvais, machin, qui t'ont dit ça depuis 15 ans et aujourd'hui on se rend compte que voilà. Exactement. Même chose pour la dette, tu vois. Ils disaient oui, la dette publique c'est mauvais, aujourd'hui c'est genre les quinries qui s'endettent comme des porcs, il se passe rien, tu vois, genre ils ont pas d'inflation, enfin bref. Mais non, mais ouais, enfin c'est un gars sûr, quoi. Donc la notion principale du livre, celle qui veut nous faire passer, il faudra garder en tête pendant tout le livre, c'est que les travailleurs qui émigrent dans un pays, ce ne sont pas que des travailleurs, en fait, c'est avant tout des personnes. On compare souvent l'immigration, c'est ce que tu disais, hein, on compare souvent l'immigration au commerce, sauf que là, c'est pas un échange de marchandises, c'est un échange de personnes. Et en fait, là, ça risque c'est cette caractéristique-là qui va faire que ça peut être très très différent. Et comme il y a cette notion depuis quelques décennies que le libre-échange a bénéficié aux États-Unis, alors il y a plein de gens qui tirent la conclusion, c'est logique du coup, que l'immigration bénéficie également selon la même logique. Et il cite un écrivain suisse qui s'appelle Mark Frisch, qui disait « Nous voulions des travailleurs, à la place, on a eu des êtres humains ». Et donc, il ouvre sur un premier chapitre qui s'appelle « L'utopie de John Lennon », qui s'appelle donc « Un monde sans frontières ». Je pense que c'est une référence à la chanson Imagine, parce que je suis un mec qui a une certaine culture. Qui a des rêves, quoi. Voilà. Donc il va expliquer, il va dire, pour commencer, imaginons un monde où on enlève toutes les frontières et on imagine le mouvement libre des personnes. Quand tu fais ça, en général, les mouvements mathématiques prévoient des gains de dizaines de milliers de milliards de dollars. PIB mondial. Ouais, des gains, au niveau de la croissance. Quoi. Voilà. C'est pourquoi, dans le monde de l'économie migratoire, en général, la phrase qu'on entend souvent, c'est « il y a des billets de 1000 milliards par terre, on n'a plus qu'à les ramasser ». C'est une phrase qu'on entend souvent. Donc lui, ce qu'il dit, c'est imaginer un dictateur du monde, dont le but est de rendre le monde le plus riche possible, et imaginez qu'il y a que 2 pays dans le monde, donc le pays du Nord et le pays du Sud, et imaginez que tout le monde fabrique le même objet. D'accord ? Et imaginez aussi que le Nord paye des salaires plus élevés que le Sud. Voilà. Donc ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va faire le dictateur, s'il veut maximiser la richesse du monde ? Eh bien, il va prendre des gens du Sud et il va les mettre au Nord. En faisant ça, il va faire chuter la productivité par personne du Nord et il va augmenter la productivité par personne du Sud, faisant chuter les salaires au Nord et monter ceux au Sud, jusqu'à ce que tout ça s'équilibre, maximisant ainsi la production mondiale. Et donc on retrouve ce calcul dans le premier tableau, qui est le tableau de Un monde sans frontières, le 2.1 que tu peux montrer, mais on va le faire à l'oral. Donc 40 trillions de plus en une année pour le PIB. Je sais pas si c'est pour une année. Un petit doute. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave ici. Enfin, c'est la logique. C'est la logique, ouais. Donc, oui, trillion en anglais, c'est 1000 milliards. Je crois que c'est pas la même chose en français, donc on va s'embrouiller. Mais donc, ok, on va dire 40 000 milliards de plus.
Ensuite, il dit que pour atteindre ce chiffre-là, il faut 2,6 milliards de migrants, donc de personnes qui vont bouger. Le nombre de personnes totales qui vont bouger, c'est 5,6 milliards, donc quand les migrants bougent avec leur famille. Le Nord va perdre en salaire de 40%. Le Sud va augmenter ses salaires de 140%. Ouais. Alors. Oui, après, c'est pas. Enfin, ouais. On a compris. En gros, le message, c'est de dire que s'il y avait zéro frontière, le monde s'emporterait mieux en règle générale. Il y aurait 2 milliards et demi, il y aura 1 milliard de personnes qui bougeraient, du coup. Voilà. Il y aurait les gens au Nord qui perdraient presque la moitié de leur salaire, enfin 40%. Les gens au Sud qui gagneraient beaucoup plus. Et ça se compense et ça fait qu'en règle générale, ça produit une croissance positive et un boost de la croissance à l'échelle mondiale. Voilà, et le chiffre à retenir, c'est peut-être juste la dernière ligne où il dit que finalement, le gain en PIB mondial, c'est 28 000 milliards de dollars, puisqu'il a retranché aux 40 000 les coûts de déménagement. Ouais. Exactement. Donc juste les petites remarques qu'on peut faire ici, c'est que ça fait beaucoup de personnes qui bougent quand même. Donc bon, le deuxième petit X, c'est qu'on voit que les salaires du Nord tombent quand même de 40%. Mais du coup, là, je comprends pas, les 6 milliards là, de personnes qui bougent, mais au départ, on parle d'une population de combien de personnes? Parce que du coup, actuellement, je sais pas, on est 7 milliards ou un truc comme ça. Enfin, ça part de ça? Non, mais je crois qu'il fait une analogie peut-être des pays en voie de développement et des pays développés qu'il a dû regrouper dans Nord et Sud. Ouais. Tu vois, et c'est de là qu'il va tirer ces chiffres-là. Je pense pas que ça soit le nerf de la guerre, en fait, parce que... D'accord. Ok. Je pense que tu peux diviser par 10, ça marche aussi. Enfin, tu vois, en gros, c'est un modèle mathématique fermé où tu imagines une planète avec 2 pays, quoi. Ouais, d'accord, mais ouais, ok. Mais on s'en fout du coup du nombre de personnes au départ, parce que du coup, 5 milliards, vous dites, ça fait beaucoup de gens qui bougent, mais en fait, si on a considéré que les gens, qu'ils étaient 100 milliards sur Terre. Non, c'est la population mondiale. À peu près comme actuelle, quoi. À comparer à la population mondiale. En gros, c'est-à-dire 2 tiers des gens bougeraient, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Du coup, c'est en effet énorme. C'est ça. Voilà. Donc ça c'est un petit peu son monde imaginaire, et voilà, c'est vrai que voilà, les deux choses à retenir, c'est que ça fait beaucoup de personnes qui bougent, que les salaires du Nord baissent, mais qu'il y a quand même beaucoup d'argent à se faire, en fait. Mais c'est intéressant, et je trouve ce modèle-là, qui est un modèle théorique, et après on n'est pas allé regarder comment il a fait ses calculs, etc. Et on a la flemme de toute façon, mais on lui fait confiance. Mais c'est intéressant parce que je trouve que ce modèle-là, on a une version, enfin pas exactement pareille, mais à une échelle plus petite au niveau de la Chine, tu vois. Parce qu'en soi, la Chine, tu peux dire que c'est un mini-monde. Ouais. Et tous les ans, en Chine, il y a plusieurs dizaines, voire centaines de millions, de travailleurs migrants à l'intérieur, enfin de migrants internes, je sais oublié comment ils appellent ça. Ah oui, d'accord. Qui vont des provinces vers les villes, etc. Et en fait, c'est un peu ça. Enfin, voilà. Bref, tout ça pour dire que Et la Chine, tu dis que la Chine augmente son PIB avec ce processus-là. Ouais, exactement. D'accord. Et c'est la même chose, c'est genre les travailleurs des régions du centre de la Chine, des terres de la Chine, qui sont assez pauvres, qui vont vers les régions côtières et les grandes villes pour bosser, etc. Ah oui, donc c'est vraiment okay. C'est pas ok. C'est bien représentatif. Et voilà, et c'est plusieurs centaines de milliers, enfin c'est des millions, pardon. C'est des mouvements massifs. Ils vont tous bosser, et c'est pour ça que pendant les vacances aussi ils rentrent tous après le nouvel an chinois. Oui, d'accord. En gros, le nouvel an chinois, t'as des migrations massives, des mecs qui rentrent chez eux, et c'est plusieurs centaines de millions de personnes, et oui, c'est pour le salaire qui bouge, etc. Et en fait, c'est une version miniature de ça, quoi. Ok, cool. Avec du coup un dictateur en plus. Avec un dictateur. Donc ça marche. Ah oui, putain, on est bon sur tous les niveaux. Donc là, il va aborder une première notion qui s'appelle la notion de productivity spillover, et donc ça veut dire débordement de productivité, si je le traduis bien. Et donc là, tu peux afficher un autre tableau, mais pareil, on va le décrire. Donc tout à l'heure, on avait ces 28 000 milliards de gains. C'est tout à l'heure, il l'a pas dit, mais sur ces 28 000 milliards de gains, il y a 12 milliards qui sont des gains qui sont pour le Nord. Donc c'est quand même pas négligeable. Donc c'est voilà, on l'avait pas dit tout à l'heure. Mais ce qu'il dit, c'est que si le Nord, du fait de l'immigration, perd 50% de sa productivité, d'accord, pour une raison quelconque, à ce moment-là, il dit que ces gains-là fondent complètement. C'est-à-dire qu'on passe de 28 000 milliards de gains dont on parlait tout à l'heure à 0 de gains pour le PIB mondial, et même pour le Nord,
on va parler de moins 5 000 milliards comparé à tout à l'heure. Donc ça, c'est si le Nord perd 50% de sa capacité productive. Mais du coup, ça sert à quoi de faire cette hypothèse-là? Je comprends pas. Ouais, moi non plus, je comprends pas. Ok, peut-être vous allez voir après. Ouais. Mais en tout cas, comprenez que si tu produis moins du fait d'avoir fait venir des gens du Sud. Et ben du coup, cet argent-là. Ouais. Alors ça l'annule, mais c'est quand même 50% ici, hein, donc c'est beaucoup. C'est 50% de baisse de productivité. Et dans le tableau, il met aussi 75% de baisse de productivité, ce qui fait encore plus, hein, moins 12 000 milliards et moins 13 000 milliards pour le Nord. Voilà. Il va illustrer ça, du coup, pour que vous compreniez bien, en disant, imaginez des frontières ouvertes au Moyen-Orient. Donc par exemple, en Israël, le PIB par habitant, c'est 32 000 $ en 2013. Et on peut comparer ça par exemple en Égypte, en Jordanie, en Irak, Iran ou au Liban, où en gros ça va être entre 11 et 15 000 $ par an. Et donc lui, ce qu'il dit, c'est imaginez si on enlevait les frontières, qu'est-ce qui se passerait? Énormément de personnes viendraient en Israël, mais il y aurait forcément des spillovers, c'est-à-dire que les humains qui vont arriver votent, prient, procréent et ne font pas que travailler. Et donc tu vas avoir une certaine voilà, donc une certain type de productivity spillover. Donc ce qu'il dit, c'est que si les humains qui arrivent réduisent la productivité du pays, il explique que tout l'argent précédent commence sérieusement à fondre. C'est ce qu'on a vu avant, d'accord. Mais, et là c'est moi qui parle, ça part quand même du principe que quelqu'un qui amène sa culture provenant d'un pays pauvre dans un pays riche va entre guillemets diluer la culture du pays riche et lui faire diminuer sa production initiale. Et ça, si tu le dis comme ça, tout le monde n'est pas d'accord en fait. Déjà. En fait, moi je comprends pas comment. Vas-y. Non, mais je comprends pas. Moi vraiment je connais rien à ce genre de truc. Donc comment ça pourrait faire baisser la productivité? Alors un exemple, c'est il dit par exemple jusqu'en 2002, un diplomate aux États-Unis d'un autre pays donc qui garait mal sa voiture se voyait attribuer une contravention, mais s'il ne payait pas la contravention, il pouvait rien lui arriver. Voilà, ça c'était jusqu'en 2002, tu pouvais faire nimp en te garant, il pouvait rien t'arriver. Il dit c'était donc un pass gratuit pour abuser du système, et il s'est demandé du coup quelle nation des Nations Unies ont le plus abusé du système. D'accord ? Et donc entre 1997 et 2002, donc il a considéré les pays qui avaient plus de 10 diplomates pour que ça soit selon lui significatif, et donc il a trouvé en bonnet d'âne Égypte, Sénégal, Côte d'Ivoire, Pakistan et Maroc, avec 60 à 140 violations par diplomate. Donc il dit que ça peut s'expliquer car c'est des pays avec un haut taux de corruption. Voilà, c'est l'explication qu'il donne. Et par comparaison, il y avait Australie, Colombie, Japon, Norvège et Turquie, où il y avait 0 violation par diplomate. Voilà. Donc c'est l'exemple qu'il donne dans le bouquin pour illustrer ces spillovers qu'il appelle. C'est débordement, du coup, c'est ça, spillover? C'est ça. Ouais, bon. Ouais, mais je vois, là, ça me paraît anecdotique comparé à avoir une diminution de 50% de productivité pour... Ouais, il introduit le concept. D'accord. Il introduit le concept. C'est-à-dire qu'on parle de 28... On parle de 28 000 milliards. Ok, c'est le premier concept qui est balancé. S'il y a 50% de spillover, il devient à 0. Ok, il donne un exemple de spillover. Voilà, pour l'instant, on est toujours dans l'introduction des concepts. Déjà, est-ce que ça paraît clair, quoi, toutes les notions qu'on a vues là? Ouais, bah c'est clair dans le sens où, voilà, il dit, si on enlève les frontières, on gagnerait en croissance de tant de trillions. Par contre, s'il y a des pertes de productivité liées à une immigration massive, du coup, ces gains peuvent potentiellement être annulés. Exactement. Ok. Mais par contre, moi, je suis d'accord avec Clem sur le côté les pertes de productivité liées à l'immigration massive. Bon, il les a pas encore expliquées, mais c'est peut-être plus tard. C'est pas concret, non, mais là, il introduit, il introduit les notions. Ouais. Ok. Et donc voilà. Donc il dit un autre phénomène dont il faut tenir compte, c'est qui sont les personnes qui vont venir. Le prochain graphe, te montre que c'est pas forcément les mêmes personnes au cours du temps qui vont venir. Par exemple, là sur le graphe que tu es en train de montrer, bah tu vois, enfin on trace en fait en fonction de l'année la différence de salaire entre les natifs et les migrants, et on voit que c'est pas du tout une constante, quoi. Par exemple en 1960, la différence entre les migrants et les natifs elle était bien plus grande.
bien plus petite, Faible. pardon, que en 90 par exemple. Donc voilà, on a un graphe qui est un peu erratique. Je sais pas si ça vaut la peine de le décrire, mais Non, oui, non, ça va. en gros, ça montre que typiquement la différence de salaire entre les migrants et les natifs, c'est quelque chose qui évolue Oui, au cours des années. Et il y a un deuxième graphe qu'on n'est pas non plus obligé de montrer, mais qui montre aussi le niveau d'éducation des migrants par rapport aux natifs, qui lui aussi, en fait, n'est pas constant dans le temps, et lui aussi évolue. Et d'ailleurs, suit assez bien le salaire, ce qui est à peu près logique. Voilà. Donc qui sont les personnes qui viennent? Ouais, donc en gros, tu peux conclure que le migrant des années 70, il n'a pas le même profil que le migrant des années 90, qui n'aura pas le même profil que celui de 2030. Du coup, potentiellement, quand tu fais tes politiques de migration, il faut considérer que le migrant, il n'est pas monolithique, quoi. Exactement. Il peut venir dans des endroits différents, avoir une éducation différente, des fonctions, des moments. Et il va dire encore plus loin, tu peux aussi trier par pays. C'est le graphe d'après. Si tu regardes en gros la différence de salaire entre l'immigré et les natifs, et ben certains pays ça va être négatif, Vietnam, Honduras, Cuba, Guatemala, mais certains pays ça va être positif, Japon, Allemagne, Canada, Angleterre, Inde. Donc voilà, donc là aussi on peut en fait catégoriser. Et donc en gros lui il résume les choses en disant si être compétent dans ton pays d'origine c'est pas très bien récompensé, alors que aux US ça l'est, bah, tu vas avoir envie de venir. Et pareil, si en ayant peu d'éducation tu gagnes plus aux US que dans ton pays, bah, tu vas avoir envie de venir. Donc en gros, les US attirent les talents surtout des pays égalitaires en fait, et les sans formation des pays très inégalitaires, donc en gros ceux qui ont le plus à y gagner. Ouais, c'est intéressant ça. Parce que c'est vrai que le postulat de base c'est de dire ok, tu viens aux États-Unis que si tu gagnes plus de thunes que dans ton pays de base, que tu sois pauvre ou pas éduqué ou pas pauvre ou riche, mais du coup donc ça va, il y a rien de spécialement nouveau là-dedans. Par contre du coup ce qu'il dit c'est que de ce fait en fait les gens les plus susceptibles de partir ou ceux que tu vas attirer le plus, c'est soit des gens des couches très populaires dans des pays très inégalitaires, du coup qui seront très pauvres dans leur pays, soit des gens relativement éduqués mais dans des pays qui sont assez égalitaires, et du coup cette éducation de ces gens, l'éducation dans leur pays d'origine où la compétence ne leur donne pas un avantage financier de ouf, et du coup ils préfèrent aller l'acquérir aux États-Unis, quoi. Exactement. Et il y a autre chose qu'il dit qui est intéressant sur ce sujet-là, c'est qu'il donne l'exemple des... il dit il ne suffit pas pour que quelqu'un immigre que les gains soient supérieurs. Voilà. C'est-à-dire qu'il donne l'exemple des habitants de Puerto Rico, donc ça je savais pas, qui sont citoyens américains à la naissance. Voilà. Ils n'ont pas de restrictions légales à aller aux US, pourtant tous ne le font pas. Bien qu'ils pourraient bénéficier d'un gain, donc lui il a fait le calcul, de $250,000 sur toute leur vie. Donc si tu viens aux US, voilà. Donc, et là il tient compte du fait que la vie est plus chère aux US. Donc $250,000 sur toute ta vie. Et donc beaucoup estiment à Puerto Rico que quitter leur pays, ça vaut plus cher que $250,000. Voilà. Ouais, donc, ça s'entend. Hein. Et donc il dit aussi que les migrants vont aussi avoir tendance à être non représentatifs de la personne moyenne d'un pays. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ça veut dire c'est un peu dans ils ont une personnalité, ils ont une histoire particulière. C'est ça. Et donc là, en fait, avec toutes les notions qui balancent, voilà, on revient sur le fait que, en fait, on se rend compte qu'effectivement, c'est des êtres humains, en fait, qui viennent, et c'est pas juste, comme il dit, des widget makers. Donc, je sais pas comment traduire des fabricants de gadgets. De gadgets, ouais. Pas. Donc, une fois qu'on a vu toutes ces notions, quel impact? C'est des gens, les migrants. Et oui. C'est ce qu'il faut retenir de cette partie. Parlez à vos amis les migrants. C'est un bouquin plein de poésie. Ils ont une âme. En fait. Donc, quel impact sur le marché du travail? Une phrase qu'on entend souvent. Il dit les migrants font les travaux que les natifs ne veulent pas faire. On l'a tous entendu. Ils ne sont pas en compétition les uns avec les autres, donc les migrants et les natifs. Et ce genre de phrase, on remarque que ça a tendance à provenir de toutes les institutions.
Et donc il dit, voilà, c'est pas compliqué l'économie du coup. Cependant, certains faits problématiques ont tendance à être oubliés. Donc il va donner l'exemple d'une société de poulets appelée Crider Inc., qui aurait perdu 75% de ses travailleurs hispaniques suite à une intervention gouvernementale. Donc ils étaient non légaux. Et donc là, Crider Inc. a pleuré, personne ne veut venir travailler chez nous, jusqu'à ce qu'un jour, ils se sont dit, mais ils ont eu une idée géniale en fait. Ils ont augmenté leur salaire de $7 de l'heure à $9 de l'heure. Donc ils ont fait ce que n'importe quelle société ferait, donc augmenter les salaires pour attirer les travailleurs. Et ils ont aussi changé les conditions de travail, car les travailleurs noirs qui avaient remplacé les travailleurs hispaniques se laissaient beaucoup moins faire. Et donc il serait plus exact de changer la phrase « les migrants font les travaux que les natifs ne veulent pas faire » au salaire et dans les conditions qui sont proposées. Voilà. Donc... Oui, ça c'est vrai, c'est une forme de dumping social, quoi. C'est en gros... c'est comme parfois tu vas faire des trucs à moins cher ailleurs. Ouais. En fait, pour moi, c'est un peu, ça peut être assimilé, c'est un peu similaire à de l'outsourcing en fait. C'est, tu sais, genre parfois, voilà, c'est trop cher de faire de produire de construire un produit ou un service dans un pays donné, et du coup, tu vas dans un pays où les salaires sont plus bas et où la législation du travail est plus clémente pour réduire tes coûts. Là, c'est une forme d'importation des salaires bas en fait, l'immigration. Tu vois, toi, quand tu construis un truc, si tu prends des non légaux, du coup, tu peux leur payer des salaires plus bas, enfin un peu de misère. Et du coup, ça fait une pression à la baisse sur les salaires parce que le migrant, vu qu'il a pas trop le choix, il peut accepter des conditions plus hardcore que le local, quoi. Oui, alors effectivement. Mais ce que je trouve hyper intéressant, c'est que cette phrase-là, on l'a entendue des milliards de fois, et c'est balancé à chaque fois. Et en fait, c'est pas tout à fait vrai, quoi. Ça t'induit un petit peu en erreur. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est sûr. Je suis d'accord. C'est une forme de mensonge, quoi. Oui, c'est vrai. Voilà. En fait, c'est pas qu'ils veulent pas, ils veulent pas faire les travaux. Les migrants font les travaux que les locaux veulent pas faire à un salaire donné, quoi. Tu vois. Ouais, c'est ça. Exactement c'est ça. Et donc il y a une étude assez intéressante qu'il a publiée en 2003, donc où il veut démontrer que la loi de l'offre et la demande en fait s'applique à l'immigration. C'est ce qu'on est en train de dire. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé ce qu'il appelle des groupes de compétition. Donc en gros, il a créé genre 5 niveaux d'études ou d'expérience, et il a créé 8 tranches d'âge. Et donc 5 x 8, ça fait 40. Et donc il y a 40 groupes, quoi, en gros, dans son étude. Donc je sais pas si ça vous paraît clair, il y a 40 groupes d'âge et d'expérience différents. Voilà. Donc il appelle ça des groupes de compétition. Et donc voilà, moi si j'ai 5 ans d'expérience et que j'ai 30 ans, je suis pas dans le même groupe de compétition que quelqu'un qui a 50 ans et 5 ans d'expérience. Voilà. Et donc sur le graphe, donc 7.3, il regarde donc entre 1960 et 2000 le changement moyen de salaire. Et là, il va en tirer une règle intéressante, c'est-à-dire que si à l'intérieur de l'un de ces 40 groupes de compétition, le nombre de personnes augmente à cause de l'immigration, d'accord, donc je crois que c'est si le nombre de personnes augmente de 10% à cause de l'immigration, le salaire chute de 3 à 4%. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ouf. Ouais, et donc ça c'est le graphe qui est affiché là, donc on voit tous les points. Alors c'est quand même assez erratique, mais il a fait une petite régression franchement linéaire. C'est vrai qu'il y a des points partout. C'est un peu limite, mais ouais, non mais Clem qui en bonne scientifique trouve que c'est un peu limite. ça me fait rigoler, quoi. Ouais, ça descend vite fait, quoi. Mais voilà. Ouais. Non, mais c'est intéressant. En gros, oui. Ce qu'il dit, c'est que plus dans ta tranche d'âge et dans ta tranche de compétences, plus tu importes des travailleurs de l'étranger, plus il y a une pression à la baisse sur les salaires, en fait. Et là, pour le coup, on dit qu'on veut pas ni de droite ni de gauche, mais on dit que ça justifie un peu certaines politiques de droite qui disent que... Alors, attention, tu vas voir. tu vas voir parce qu'il va te mindfuck. Ah, ok. Tu crois qu'il est bidimensionnel? Non, il est tridimensionnel. Non, mais c'est sûr qu'il va mindfuck, mais en tout cas, ce point-là, ça dit que en fait ça fait une pression à la baisse sur les salaires. Ouais. Et donc il va citer un événement connu pour peut-être souligner ça un peu. Donc il dit en avril 1980, Fidel Castro décréta que les Cubains qui voulaient partir pour les US pourraient quitter le port de Mariel, donc à Cuba. Et 2 mois plus tard, donc 100 000 Cubains ont migré à Miami.
Et le nombre de travailleurs à Miami a augmenté de 8%. Donc il se dit ça c'est vachement intéressant à étudier en fait. Voilà. Et donc il y a une étude célèbre d'un certain David Card qui montre, qui répond à la question, donc, est-ce que l'arrivée des Marielitos, donc ces fameux migrants du port de Mariel, est-ce qu'ils ont eu un impact sur le salaire moyen? Et donc, bon, il y a une figure 7.2 où en fait on voit que pas du tout. C'est-à-dire qu'il compare Miami, là où sont arrivés les migrants, à ce qu'il appelle des placebo cities. Donc il a choisi Atlanta, Houston, Los Angeles, voilà. Et donc on voit que les Marielitos, en fait, ils ont aucun impact sur les salaires. Et donc là, ça semble contredire Borjas. Et donc là, Borjas, il est au pied du mur. Bon, où est le problème? Bon, enfin quand même, ça augmente un peu dans les placebos, là. Alors, c'est-à-dire le salaire horaire dans les placebo cities, il augmente vite fait. Enfin, il descend puis il réaugmente, alors qu'à Miami, ça reste bas, quoi. Bah, à Miami, il y a un jump juste après qu'ils arrivent. Oui. Dans les salaires. Oui. Ils arrivent. Ce qui est quand même bizarre. Le salaire augmente et après, mais après, oui, d'accord. Diminue un peu. Ouais, en tout cas, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est loin d'être évident. Donc, où est le problème? Bon, bah, le problème, c'est celui qu'on a vu avec les groupes de compétences, en fait. C'est que les Marielitos étaient essentiellement des non-diplômés du lycée, donc l'équivalent bac. Et donc, au lieu de tout moyenner, en fait, parce que là, c'est ce que David Card fait, on pourrait regarder les salaires des natifs qui n'avaient pas leur bac à l'époque. Et donc là, c'est la figure 7.4. Et quand tu fais ça, bah, en fait, tu vois que bah, ils ont pris méga cher. Et là, effectivement, ça devient évident. Que les salaires ont drastiquement baissé, c'est ça, oui, après ça. 1980. Mais que pour le groupe de compétences qui est les gens qui n'ont pas leur bac. Voilà. En tout cas, à court terme. Parce qu'après, je pense qu'il va parler de notion de long terme ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, enfin, moi, ce que oui, à court terme, oui. Non, parce qu'après, ça se rééquilibre. S'ils sont mal payés ici, mais qu'ils sont mieux payés dans un autre état, ils vont déménager. Évidemment, les gens vont répartir le truc, bien sûr. Mais, bien sûr. Ouais. Non, enfin, en tout cas, ce qu'ils disent, c'est qu'à court terme, de l'immigration, ça accroît la compétition sur le marché du travail. Et donc, ça fournit un avantage à l'employeur, qui du coup peut se permettre de maintenir des salaires bas et ou de baisser les salaires. Exactement. Ouais, mais là, ce qui montre aussi, c'est que il faut que ça a lieu dans la catégorie de gens qui sont arrivés, quoi. Exactement. Oui. C'est-à-dire que si tu moyennes tout, tu ne le vois pas, en fait. Ouais. Enfin, tu peux ne pas le voir. Ça dépend de la taille de la catégorie. Mais oui, effectivement. Oui, mais enfin, à la rigueur, pour moi, c'est anecdotique l'histoire de la catégorie. Juste, genre, voilà, tu ramènes plus de gens, il y a plus de compétition, donc ça baisse les salaires. Après, ça baisse pas les salaires pour tout le monde, ça baisse les salaires pour qui les gens sont venus faire de la compétition. Exactement. C'est logique, tu vois. Mais... Exactement. Ouais. Bah, non, mais tu dis c'est logique, mais il y a plein de gens qui disent que c'est pas ça. C'est comme ça que ça marche. Donc voilà, c'est intéressant aussi d'avoir l'avis de Monsieur Borjas, qui non, mais qui est un gars sûr. de subtilité dans cette phrase-là. Oui, ça rajoute un peu de subtilité. Porosité, quoi. Exactement. Donc si on fait l'étude de ce qu'a apporté l'immigration aux US en 2015, c'est le tableau 8.1, on commence par constater que le PIB a augmenté de 2100 milliards. Et que sur ces 2100 milliards, 2050 sont allés dans la poche des migrants, donc bah, why not, hein, c'est tant mieux, et que 50 milliards sont allés dans la poche des natifs. 50 milliards. Et ça, c'est ce qu'on va appeler le surplus migratoire, pour le vocabulaire. D'accord ? Et donc, en général, quand tu as envie de vendre l'immigration aux gens et de leur dire ça va vous apporter la richesse, bah, c'est le surplus migratoire que tu as envie de vendre. Et 50 milliards, bah, c'est pas rien, c'est quand même, tu peux te payer quand même des trucs, quoi. Mais est-ce que dans ça, je sais pas comment c'est calculé, etc., mais est-ce que dans ça, justement, ils prennent en compte, par exemple, la baisse des salaires pour les autres ? Laisse-moi réfléchir. Enfin, après, on rentre dans le détail, etc., c'est compliqué. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que, ça, par exemple, oui. Mais la deuxième, la Lost to Native. Tu vas voir. Ils en tiennent compte. Ah oui. C'est le cœur du truc. Donc, oui, ils en tiennent compte, effectivement. D'accord. Donc, on disait, les migrants, c'est cool pour eux. Et finalement, les natifs aussi, puisqu'ils ont quand même le surplus migratoire de 50 milliards. Voilà. Ouais. Voilà. Et donc, tout va bien. Mais par contre, ce qui va commencer à piquer, c'est les deux autres lignes dans le tableau, où en fait tu vois que ce qui va se passer comme phénomène autre, c'est que les capitalistes, les patrons, eux ils vont gagner 560 milliards,
d'accord, dû au fait des baisses de salaire, parce que tu disais, Georges, tout à l'heure, voilà. Et les travailleurs, donc ceux qui sont en compétition avec les migrants, ils ont perdu 510 milliards. Et donc, si tu fais 560 moins 510, on retrouve les 50 de surplus migratoire. Voilà. Et donc, lui, ce qu'il dit, c'est que l'immigration est donc responsable d'une grande redistribution de richesses. Donc, au total, 50 milliards de dollars, d'accord, depuis les travailleurs natifs vers les employeurs qui emploient les immigrés. Ouais. Voilà. Non, mais c'est intéressant, ça. Et ça rejoint le fait qu'il y a certaines organisations patronales dans pas mal de pays qui sont pro-immigration. Exactement. Parce que j'imagine qu'ils ont fait leurs petits calculs et du coup, ils savent que en fait, ça augmente leur profit. En fait, ça aussi, c'est assez basique. C'est juste genre, tu mets une compétition sur le marché du travail. Bah, du coup, t'as plus de choix dans les gens que tu recrutes et tu peux les payer moins cher. Bah, du coup, ça avantage le patron, quoi. Enfin, c'est assez basique, mais c'est intéressant. Enfin, parfois aussi, genre Marx, il a pas dit que des conneries, tu vois, genre l'armée de réserve capitaliste, tu vois, ce qu'il dit, genre que le chômage, Marx, il parlait de l'armée de réserve capitaliste, il disait que genre les chômeurs, c'est un truc consubstantiel du système capitaliste, et que c'est hyper important d'avoir pour le patronat ou la classe dominante, que c'est hyper important d'avoir une proportion de chômage incompressible de 3, 4, 5, 10%, pour maintenir une pression sur les travailleurs et que du coup le patronat peut maintenir des salaires bas et flexibiliser le marché du travail. Et il appelait ça l'armée de réserve capitaliste. D'accord. Ouais. Et en fait, ça s'est vérifié dans la vie d'aujourd'hui, que dans la plupart des pays développés, à part les États-Unis, t'as un chômage incompressible de 8, 9, 10%, et qui donne un énorme avantage sur le marché du travail aux employeurs, pour la plupart des emplois, et c'est uniquement les salariés très qualifiés ou sur des fonctionnalités, sur des fonctions très recherchées, genre développeurs, où là le pouvoir est aux salariés. Mais force est de constater que c'est un fait que dans 90% des emplois, le pouvoir est plutôt à l'employeur dans la négociation. Ouais, d'accord. Ouais, et ce que du coup Borjas dit à travers ça, c'est que, ce que je lui fais dire, en tout cas moi, peut-être c'est malhonnête, c'est que un flux migratoire, ça te permet d'agrandir cette armée de réserve capitaliste, de chômeurs en gros concrètement, et du coup ça donne un pouvoir de négociation plus élevé à l'employeur. Mais c'est pas con comme parallèle, et voilà, enfin du coup moi aussi je vais lui faire dire des trucs. mais en fait ouais, pour moi c'est un point clé. Donc bon, ce qu'il dit, c'est que si on accepte de dire qu'il y a 50 milliards de surplus migratoire, en fait on accepte aussi de dire que les employés font un chèque de 500 milliards aux employeurs. Voilà, de 50 milliards. De 500 milliards. Comme ça. Il y a un surplus migratoire de 50 milliards. Ouais. Ah oui, d'accord. Mais par contre, les employés transfèrent 500 milliards aux employeurs. Et donc le point clé, là selon moi, donc ça c'est moi qui parle, c'est pas Borjas, c'est que, et c'est un peu ce que tu disais Georges, c'est qu'on comprend un certain intérêt que vont avoir des grands donateurs politiques de gauche, qui vont essayer de créer un discours où on favorise à fond l'immigration, où t'es un facho, t'es un connard si tu vas avoir ton mot à dire dessus. C'est quelque chose qui va les arranger. Et donc effectivement, attention aux politiques de gauche qui sont Gini positives, donc qui vont augmenter les inégalités. Est-ce que c'est bien le rôle d'un gouvernement de gauche d'augmenter le coefficient de Gini? Et après, il y a un truc que je m'explique pas, c'est que tu as un mouvement un peu contradictoire, où ça va être FN ou Trump, où tu vas te placer dans une espèce de niche, où tu vas surfer sur on veut moins d'immigration. En gros, tu vas ramasser les voix de ceux qui ont l'impression de se faire entuber par ce transfert de richesse. Mais tu remarques que personne ne tient le seul discours qui fait sens, c'est-à-dire, oui, faites venir des gens, c'est probablement la chose éthique à faire, mais partageons-nous le coût équitablement et taxons les gagnants pour compenser les perdants. Personne ne tient ce discours-là. Et moi, je l'analyse comme, en fait, c'est une raison d'intérêt des donateurs qui me paraît évidente. Et je trouve ça incroyable que dans tout le spectre politique, personne n'arrive à arriver à cette conclusion-là, quoi. Oui. Ouais, c'est vrai, parce que ce qu'on n'a pas dit, donc on a dit que effectivement, quand tu ramènes des migrants, ça fait perdre du pouvoir d'achat et du salaire aux travailleurs locaux. Ça en fait au profit du coup des détenteurs de capital et des employeurs.
Mais aussi, on n'a pas dit que du coup, ça enrichit quand même le migrant, qui lui a une situation normalement meilleure que ce qu'il avait dans son pays d'origine. On parlait de 2050 milliards. Attends, voilà. je vais regarder. Ouais, c'est ça, 2050. Voilà, 2050 milliards. Donc en fait, quand tu as un flux migratoire, ça fait gagner le migrant, qui lui améliore un peu sa situation. Ça fait gagner l'employeur, enfin le capitaliste, le détenteur de capitaux, parce qu'il augmente son profit. Et ça fait perdre le travailleur local, en gros, si on résume. Exactement. Mais du coup, ça veut dire, vu que personne tient ce discours, enfin ce que tu disais Alexa, politiquement, de dire, bah du coup, on n'a qu'à taxer ceux qui gagnent des sous, les employeurs et compagnie, pour compenser les pertes des native workers. Mm-hmm. Ça veut dire que en fait, tout le monde s'en fout des native workers. Non, mais oui. Est-ce que c'est globalement, ça globalement, c'est que quand imaginons Georges, c'est un intellectuel renommé et qu'il partage son Comment ça, imaginons et qui partage ses vues publiquement et admettons que c'est comme dirait Eric Weinstein, j'aime bien ce qu'il dit, imagine Georges, tu es un xénophile restrictionniste. Ok. C'est-à-dire que tu arrives à te définir là-dedans. Tu aimes les autres cultures, mais t'as quelque chose à dire sur la politique d'immigration, d'accord. Donc imagine, c'est ta position. Bah tu vas toujours avoir un espèce d'effet qui fait froid dans le dos, où il y a systématiquement quelqu'un qui va avoir le droit d'écrire un article. Oui, hier Georges a exprimé son antipathie pour l'immigration, blablabla. Et ça, du coup, ça me fait un peu froid dans le dos en ayant vu ces choses-là, en fait, finalement, que tu peux te faire manipuler par certains décideurs, en fait. Si c'est un peu clair ce que je dis. Ouais, non, mais c'est intéressant, c'est qu'en gros, si tu régules pas l'immigration, ça va favoriser les classes supérieures, enfin les riches, les détenteurs de capitaux. Et ce que tu dis, c'est que du coup, pour l'immigration, c'est souhaitable parce que ça permet quand même d'améliorer le sort des migrants. Tout à fait. Et donc ça réduit l'inégalité à l'échelle du monde. Et si on considère que c'est bien de réduire l'inégalité à l'échelle du monde, on ne peut que être pour. Mais du coup, il faut être pour l'immigration, mais il faut en parallèle mettre des mécanismes compensatoires pour éviter que les travailleurs locaux se fassent bifler au profit des détenteurs de capitaux qui sont déjà chéris de façon. Exactement. Et le fait que personne n'en parle, c'est quand même malaisant. Ouais. Voilà. Donc, là, on va jouer un petit jeu. Et c'est sympa parce qu'on est toujours dans l'esprit du livre, parce que dans le livre, c'est un petit jeu. donc, le jeu, c'est l'impact fiscal de l'immigration. Et donc la question c'est les immigrés reçoivent-ils plus d'aide en moyenne que les natifs? Ok. Donc ça c'est la question. Genre d'aide de l'État. Voilà. Okay. Et donc là c'est lui il appelle ça le jeu du rideau dans le livre. Donc voilà, c'est pas moi qui m'excite tout seul, c'est comme ça, c'est dans le bouquin. Donc Georges, là tu vas afficher deux courbes. C'est la figure 9.1. C'est comme ça que c'est affiché dans le graphique. Et en gros, il y a la courbe numéro 1 qui trace en fonction du temps les aides des immigrants et des natifs. Et on voit que les immigrés touchent plus d'aides que les natifs. D'accord ? Les deux courbes sont... Il y en a une qui est clairement au-dessus de l'autre. Et il y a une courbe numéro 2 qui est où les deux courbes sont superposées et on voit que les immigrés touchent autant que les natifs d'aide. Voilà. Et lui, ce qu'il dit, c'est que les deux courbes sont vraies. D'accord ? Les deux courbes se basent sur les mêmes données. D'accord ? Et il faut que vous deviniez la différence entre les deux courbes. Sachant qu'un mec qui est... En fait, c'est quoi le jeu ici ? C'est qu'un mec qui va être pour l'immigration, en fait, il va vous montrer la courbe numéro 2. Et un mec qui est contre l'immigration, il va vous montrer la courbe numéro 1. Et donc là, il essaie de vous montrer qu'en fait, c'est facile de se faire manipuler avec un même dataset et juste une manière de représenter les choses. Mais quoi, ça va être des trucs genre sur les moyennes, il a pris des moyennes. C'est l'échelle à gauche. Non, vous êtes pas prêts. L'échelle est pas la même. Ah oui, t'as raison, c'est ça, non ? Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Donc... Parce que c'est même pas les mêmes chiffres, du coup. Non, mais vous allez jamais deviner, donc je vous le donne. C'est... Quoi ? Mais attends, on joue un peu. Ah, ok. Alors, je vous laisse et on va couper le... on va prendre 5 minutes. Non, je vais... À moins que vous ayez une idée de génie, là, je vous le donne. Non, ok. Non. Donc, celui de gauche, donc on voyait que l'aide était plus grande pour les migrants que pour les natifs. En fait, cette courbe, elle a été tracée en fait en traçant l'aide fournie par ménage. D'accord ? Donc par exemple une migrante avec 3 de ses enfants, d'accord, ça compte pour un ménage. Ok. La courbe de droite,
celle où on voyait que migrants et natifs c'était pareil, d'accord. Ça a été tracé en considérant que la migrante c'est une personne et que ses 3 enfants c'est 3 natifs. D'accord. Franchement, vous allez pas me croire, mais j'avais un peu pensé à ça. Je sais pas si tu vois ma tête là. Je ne te crois pas du tout. Si, je vous jure. J'avais pas réussi à l'exprimer, mais je me suis dit que c'était un truc par personne et un truc par... Mais allez. C'est vrai. C'est hyper vrai. Ok. Donc après ce petit intermède de mytho où donc non mais c'est quand même assez parlant, c'est-à-dire que on peut prendre le même dataset et tracer 2 courbes complètement différentes en fonction de son idéologie et dire bah voilà. Ouais. C'est quand même un... Voilà, ça montre ce que je voulais vous dire. Ouais, bah ça c'est voilà. classique. Donc c'est quand même assez intéressant. Ouais, bah ouais, c'est cool. On peut en déduire quand même que les migrants font plus d'enfants que les locaux. Tu crois? C'est ça putain, le mec il think fast. Je vais dire oui, mais j'ai pas think fast. J'ai pas think C'est fast. pas un peu un préjugé. J'ai drop le... Lâchez l'équation. Lâcher l'équation. Donc tout à l'heure, on avait vu que le surplus migratoire des US, donc l'augmentation du PIB allant dans la poche des natifs, était de 50 milliards en 2015. Mais bon, ça, c'est dans un état libertaire. Dans un état où c'est chacun pour sa gueule. Sans aide sociale. Attention à ce point important, il dit, où la question de est-ce que les immigrés payent pour leur aide sociale avec le bénéfice qu'ils apportent, bah voilà, faudrait quand même réussir à répondre à cette question. Bon alors là, il y a plein de graphes, on va pas tous se les taper, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, et encore une fois, ça va être d'une simplicité rare, c'est que dans un pays, il y a ceux qui bénéficient des aides, et ceux qui portent les aides sur leurs épaules, et donc notamment la classe moyenne en grande partie. Okay. Et donc, grosso modo, ce qu'il dit, c'est il révolutionne la science. Il dit que si tu fais venir des migrants de classe moyenne, ils vont participer à payer les aides. Ouais. Et si tu fais venir des gens qui profitent des aides, ouais. En fait, ils vont pas participer à payer les aides. Et donc, dans le premier cas, les 50 milliards, tu vas les augmenter. Et dans le deuxième cas, en fait, tu vas les baisser, les 50 milliards. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Voilà. Okay. Donc, l'impact le plus réaliste du surplus migratoire aux USA par an, donc ce qu'on avait dit, 50 milliards, si c'est du travail sans qualification, voilà, ce chiffre baisse. Il peut même devenir négatif si c'est trop de travail sans qualification. Et si c'est du travail qualifié, il va augmenter. Voilà. Ouais. Donc, en gros, ça justifie un peu... Enfin, ça justifie si on prend l'immigration d'un point de vue uniquement économique. Si on veut pas nuire à son économie, l'immigration choisie ou l'immigration sélective, comme telle qu'a été prônée par, j'en sais rien, genre Sarko ou d'autres gens, ouais. C'est un truc légitime parce qu'en fait, si tu choisis des mecs qui, à la base, tu sais, sont destinés à des emplois de classe moyenne ou de classe supérieure, tu sais qu'ils vont être contributeurs nets. Ouais. Alors que si tu prends des gens des classes pauvres ou, j'en sais rien, qui sont plus susceptibles de bénéficier des minima sociaux, etc., voilà. Ils vont être déficitaires. Donc, si tu prends juste le raisonnement économique, exactement. L'immigration choisie ou sélective, ce serait justifié, quoi. Exactement. Et en fait, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, parce qu'on arrive à la conclusion, mais qui est un peu dense du bouquin, c'était que des raisonnements mathématiques, chiffrés, économiques. Et là, dans la conclusion, il va essayer d'ouvrir un peu sur quelques questions morales. Donc, ce qu'il faut garder en tête dans la conclusion, donc il faut garder en tête 3 thèmes quand on parle d'immigration. Donc le thème numéro 1, c'est que c'est pas uniquement des travailleurs, donc pas uniquement des machines à fabriquer des gadgets, comme tu disais, ce sont des êtres humains. 2, l'étude des chocs migratoires du passé ne pourra jamais prédire les effets de ceux du futur, parce que ça peut être des personnes différentes, différents endroits, différentes époques, c'est ce qu'on a vu également. Et 3, il est sage d'être sceptique de l'opinion des experts, en particulier lorsqu'il existe une tentation de suivre un narratif idéologique. L'omission de certains détails fait souvent une grosse différence dans le résultat, comme on l'a vu dans le jeu du rideau, où en fait on peut montrer l'un comme l'autre avec le même dataset. Ouais, non, je suis d'accord avec lui, et bref, de toute façon il est expert, mais par contre je trouve qu'il y a quand même des conclusions intéressantes si on considère que les graphes qu'il nous a montrés ou les données qu'il nous a montrées sont celles qui sont valides, ouais, et qu'elles marchent tout le temps, il y a quand même des conclusions intéressantes qui est de dire que, ce que j'ai dit à la fin là, que l'immigration choisie ça marche
Si tu veux maximiser. Voilà, d'un point de vue économique, voilà. c'est légitime de choisir les mecs machin pour pas qu'ils soient contributeurs, enfin pour qu'ils soient contributeurs net et pas déficitaires. Il y avait un autre truc qu'on avait vu aussi que l'immigration, ça fait effectivement du dumping social, donc ça réduit les salaires dans la classe de gens, enfin dans la classe de compétences et d'âge où tu reçois un flux de migrants. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est des faits qui sont souvent débattus dans les débats à la télé ou dans les campagnes présidentielles, etc. Et alors que c'est pas très compliqué. Alors qu'en fait, oui, si ce qu'il dit est vrai, enfin oui, il y a un certain nombre de vérités vraies, et voilà, genre ça marche comme ça, quoi. Genre l'immigration choisie, ça marche si t'as un point de vue uniquement économique. Ça fait du dumping social, l'immigration. Donc quand tu vas recevoir des migrants, tu sais que ça va réduire le salaire de certaines personnes. Après, c'est bien ou pas bien, ou tu peux le contrebalancer. Ça améliore aussi considérablement la vie des migrants. Voilà, exactement. Ouais. Ça améliore considérablement la vie des migrants. Enfin, tu vois, il y a quand même un certain nombre de faits qui sont intéressants. Ouais. Et qu'il est intéressant de garder en tête, comme ça on arrête d'en parler tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Oui, c'est ça, et on met le débat ailleurs. Ouais, c'est ça. Et c'est un peu le but du livre. Et donc il dit s'il fallait retenir certains points clés évoqués dans le livre. Donc tout le monde ne veut pas immigrer aux US, et ceux qui veulent immigrer peuvent être fondamentalement différents de ceux qui restent derrière. Les migrants affectent les opportunités professionnelles des natifs, donc la loi de l'offre et de la demande s'applique au salaire, donc aussi bien qu'au prix du pétrole. Souvenez-vous, 10% de plus dans un secteur de compétences, c'est environ 3% de salaire en moins. Et donc plus on fait la moyenne des compétences, plus on va cacher cet effet. Autre point très important, les migrants sont un système de transfert de richesse, donc on parle de 500 milliards depuis ceux qui sont en compétition avec eux vers ceux qui les emploient. Cependant, les gains des gagnants dépassent les pertes des perdants. C'est ce qu'on appelle le surplus migratoire, donc les 50 milliards, qui pourrait être plus grand si on a des migrants exceptionnels. Et donc ça, c'est un des points capitaux. En passant d'un état libertaire qu'on vient de décrire à un état avec un filet social, et ben le surplus des 50 milliards, il va changer. Ouais. Voilà, en fonction de qui on fait venir. Enfin, il va changer ou être réparti dans des mains différentes, quoi. Voilà. Et en gros, pour lui, il dit que la bonne hypothèse, quand on considère ces 500 milliards, c'est grosso modo de considérer qu'on est proche du statu quo avec les immigrants ces dernières années aux US. C'est-à-dire qu'on n'est pas à 50 milliards, qu'on est à 0. Okay. Voilà. Mais quelque part, tant mieux, parce qu'on a vu que ça faisait bénéficier les migrants. Et donc, si personne n'y perd, c'est trop bien. Les migrants y gagnent, du coup. Voilà, exactement. Et donc, par contre, il dit, en revanche, on a bien transféré de l'argent depuis les pauvres vers les riches. Et donc ça va pas. Donc selon lui, les milliers de milliards de dollars de gains qui nous attendaient si on voulait bien ouvrir nos frontières, ils disparaissent bien vite. Mais en fait, enfin... Mais... Ouais. Ils disparaissent. Oui, par rapport à l'hypothèse du début, là, où si on avait ce monde tout ouvert, là, on gagnerait beaucoup, c'est ça? Oui, ça c'est parce qu'on est en conclusion et donc il récapitule les trucs, mais oui, effectivement, c'est ça. Mais du coup, moi j'ai du mal à faire le lien entre tout, parce que du coup, tu as dit, ces gains-là, ils disparaissent bien vite, en fait, ils disparaissent où? C'est le fait que les salaires baissent pour les natifs, pour les natifs, que... Non, mais c'est peut-être dommage de revenir là sur la couche. C'est comme ça qu'il a construit son truc, mais c'est peut-être dommage de revenir dans la conclusion sur ce dernier point qui était plutôt un point d'ouverture. Donc je pense que c'est pas la peine. La bonne conclusion, c'est le statu quo au niveau des 50 milliards. Donc voilà. Donc tout à l'heure je parlais de morale, mais tout ceci étant dit, donc on s'intéresse exclusivement aux chiffres, mais l'idéologie et les valeurs éthiques comptent aussi énormément. Et même si on pouvait s'entendre sur des faits universels, il dit qu'on serait quand même pas d'accord. Parce que on peut préférer plus d'immigration car on aime la diversité que ça apporte. On peut penser que c'est un droit humain de pouvoir franchir une frontière. Il y a plein de gens qui disent ça. Il n'y a pas de raison. Voilà. On peut s'en foutre et dire qu'on veut que c'est un certain type de migrants uniquement. On peut se dire qu'on veut aider les gens. Et dans ce cas, on peut se demander quel prix par migrant on est prêt à payer. C'est ce qui paraît logique, c'est que moi je donne pas la moitié de mon salaire à une œuvre caritative. Par contre, je donne X. Voilà, et j'ai choisi ce X. Voilà. Ouais. Non, mais ça c'est vachement intéressant. C'est ce que disait Clem, que ça déporte le débat sur des vraies questions
de politique intérieure et de valeurs de la nation, quoi. Genre, voilà, ok, tu sais que ça va réduire les salaires des locaux, de certains locaux. Tu sais que ça va enrichir les capitalistes, les détenteurs de capital. Tu sais que c'était quoi le troisième truc déjà ? Il y avait un troisième truc. Bref, j'ai oublié. Voilà, tu sais un certain nombre de trucs sur l'immigration. On arrête de débattre de ça. Que les migrants vont être gagnants. Voilà, tu sais que les migrants vont être gagnants parce que voilà. Et tu sais que ça va accroître un peu la compétition sur le marché du travail. Sur la base de ça, okay, on décide ensemble en tant que nation, genre Exactement. Voilà, quel est en tant que on considère que c'est bien d'améliorer le sort d'un certain nombre de migrants, donc que c'est un effort de solidarité, donc on accepte un certain nombre, on accepte que ça ait un coût. Quel coût, comment on met des mécanismes de compensation pour les secteurs qui sont niqués par cette compétition accrue, comment on fait pour mettre de la meilleure répartition si on considère qu'il faut plus de répartition. Tu vois, c'est des vraies questions effectivement que tu disais quand tu disais au début, genre moi ça me scandalise que les gens n'en parlent pas, tu vois, et de ces vraies questions là, quoi, c'est ça. Et qu'on puisse se positionner dessus. En fait c'est ça, ce serait bien que dans les débats on ait un truc en mode voilà, il y a ces 4 points qui sont avérés, c'est des faits scientifiques, arrêtons de faire chier. Et débattons maintenant, sachant ça, comment on agit, tu vois. Et lui, en fait, il donne son avis, en fait, pour, je sais pas comment il s'appelait, Marco, le gars au début, Oscar, je crois. Parce qu'il donne son avis, donc là, c'est personnel, c'est ce qu'il préconise. Donc, lui, il dit, on pratique le mixed skill, donc le talent mélangé. Il dit, on fait venir les plus démunis, parce qu'on a un devoir éthique de faire ça. Il dit on peut compenser avec des talents, voilà, pour essayer de limiter un peu le coût. On pourrait faire ça. Et surtout, on transfère 500 milliards des gagnants aux perdants. Surtout, parce que ça c'est un scandale. Il dit à Singapour, les entreprises qui font venir des low skills doivent payer par exemple 30% de son salaire en visa. Enfin bon, bref, il cite des trucs, je sais pas si c'est bien. Et il dit ne soyons pas naïfs, ce transfert, les entreprises ne vont pas se laisser faire. Et donc c'est aussi pour ça qu'on le voit totalement absent du paysage politique, cette proposition. Selon lui, et il conclut comme ça le débat sur l'immigration et le bouquin. C'est bien plus qu'un débat sur les bénéfices de plus ou de moins d'immigration, c'est surtout un débat éthique et une discussion autour de moyens de partager au mieux le coût parmi nous. Bravo. Ouais, franchement, je trouve du coup ça rend, c'est vrai, ce que tu disais au début, quoi. Finalement, ça rend intéressant ce sujet de l'immigration, quoi, une fois qu'on ça me fait plaisir que tu dises ça. Non, mais c'est sincère. Toi, je vous avais vendu au début le rêve. Non, mais ouais. Non, mais toi, Georges, t'as kiffé parce que c'est ça que je te trouvais à chaque fois. Tu disais, bah, c'est simple, c'est évident, mais ça fait du bien de le dire, quoi. Oui, non, mais souvent, franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé parce qu'en termes de raisonnement, je trouvais ça effectivement logique et évident. Mais ouais, comme je te disais, genre c'est vrai que ça paraît pas évident dans les débats en société. Exactement. Et il y a toujours des il y a toujours débat justement sur tous ces trucs de chiffres un peu relous. Et finalement, ce serait effectivement agréable qu'on se dise voilà, ça c'est les vérités vraies, ça a été observé, c'est comme ça que ça marche. Et connaissant cette mécanique, on agit en conséquence et on a des débats intéressants sur c'est quoi la solidarité entre pays, c'est la solidarité au sein d'un pays. Et voilà, et oui, ce qui préconise à la fin, moi je serais plutôt pour, je trouve ça intelligent, tu vois, ça a l'air mais cool. Du coup, est-ce que, je veux dire un truc un peu naïf, mais est-ce que le fait que ça ne, que justement on reste sur des débats un peu de chiffres, de machin, et qu'on parte pas sur les vraies choses, et c'est ce qui suggère un peu dans la conclusion, c'est parce que finalement les gagnants là, c'est les capitalistes, enfin les employeurs et tout, et donc les grosses entreprises, j'imagine, et eux, ils ont pas du tout intérêt à ce qu'on ait ce vrai débat là. Exactement. Et donc du coup, est-ce que ça pourrait être des raisons pour lesquelles ils ont suffisamment de pouvoir pour étouffer ce genre de, si jamais quelqu'un commence à émettre cette opinion-là, de répartir de machin. Mais complètement. Non, mais le truc, enfin, je peux juste pour conclure et pour élargir un peu, en fait, pourquoi je trouvais ce bouquin intéressant, parce qu'en fait, le fait que la solution évidente, peut-être elle est pas facile à mettre en place, mais le fait que personne n'en parle, moi, ça me fait extrêmement flipper. Et du coup, si on ouvre le truc, en fait, on peut se dire, mais c'est quoi les autres sujets sur lesquels il se passe la même chose, d'accord ? Ouais, c'est vrai. Pareil avec les deux graphes, là, où tu prends les mêmes données, tu fais deux graphes différents, c'est flippant.
Non, c'est vrai. Et puis je trouve que c'est un sujet où c'est d'autant plus facile de mettre de la désinformation. C'est qu'il y a beaucoup d'émotionnel et beaucoup Exactement, de. oui. Tu sais, genre, il y a le Polonais, il va me prendre mon emploi, ou nanana. Mais Et même chose du côté gauche, genre, t'es un fasciste. Ouais, c'est ça. C'est machin. pas que. Et du coup, je pense que dans un terreau comme ça, où c'est idéologique et émotionnel à la base, c'est facile de faire c'est plus facile en tout cas de faire de la désinformation et de pas parler des vrais trucs, qui est de dire vos gueules, c'est comme ça que ça marche. Maintenant comment on fait, tu vois. Ouais, quelle décision morale on prend sur des faits qui sont avérés, ouais, tout à fait. Parce que c'est vrai que genre moi j'avais jamais eu d'opinion arrêtée sur l'immigration. Ouais. Mais par contre j'ai toujours été un peu choqué par les gens qui te disent genre quand tu dis genre on peut pas avoir une immigration débridée. Y a plein de gens qui te sautent dessus, qui te disent bah non, enfin c'est scandaleux de dire ça, t'acceptes pas la misère ou je sais pas quoi, ou t'es fasciste, etc. Moi je pense que oui, effectivement, enfin je trouvais ça dommage de pas pouvoir débattre des vrais trucs et de dire que genre c'est cool de faire de la solidarité entre les pays et c'est vachement bien, mais ça vient aussi, il y a certaines conséquences néfastes qu'il faut aussi accepter. Ouais, c'est ça, pas faire l'autruche. Ouais, c'est ça, pas faire l'autruche. Comme si ça n'existait pas, quoi. Et en tout cas, quand t'es jeune, enfin, les jeunes, ils ont souvent tendance à être très dans l'émotion et de dire, bah, c'est nul, c'est fasciste de pas accepter les gens, machin. Mais en fait, enfin, juste ça, il faut savoir que ça a des conséquences néfastes et il faut après mettre en place les mesures pour, si tu veux accepter plus de gens, bah, il faut mettre en place les bonnes mesures pour que ça se passe bien, quoi. Oui, mais en plus, surtout que là, c'est personne n'est contre taxer les gagnants pour donner aux perdants. Oui. Ah, je veux dire, à part les gagnants, quoi. Oui. Non, Bah, mais c'est quand même énorme. Je vous propose, on s'arrête là, du coup. Ouais. Allez. Salut. Mais ça va pas enregistrer. Si c'est ça, enregistré le salut. J'espère que tu le garderas. Ah, le bâtard, les migrants.